Merci beaucoup. Nous allons redémarrer la session. Est-ce qu'il y en a qui sont dehors? Donc, nous allons redémarrer cette session en attendant que le doyen Akere vienne. Alors, c'est une session d'application, une session pratique qui va essayer de prendre en charge l'ensemble des recommandations et des attentes qui ont été prononcées par l'ensemble des participants et qu'il y a une nécessité d'avoir un instrument qui va faire le suivi de toutes les recommandations et des actions qui ont été proposées ici lors de ces 2 jours. Et pour cette rencontre, nous allons donner la parole à Madame Charity, qui va essayer de faire également la modération de cet atelier qui sera animé principalement par Swad, la directrice exécutive de CODA. Juste pour rappeler qu'il y a une nécessité quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, d'aller en profondeur, surtout dans l'exécution des actions que nous menons sur le terrain. Et au profit également surtout des organisations qui sont spécialisées dans le secteur extractif, qui ont besoin de visibilité, mais également qui ont besoin surtout de moyens de faire avancer la cause de la lutte contre la corruption dans le secteur extractif. C'est d'ailleurs la logique de la collaboration entre les organisations comme PALU, comme Forum Civil, comme l'Union africaine, voilà, pour faire avancer la cause de la lutte contre la corruption dans ce secteur. Donc sans plus tarder, on va donner la parole à Madame Charity, qui va assurer la modération de cet atelier, bien sûr qui sera animé principalement par Swad. Merci. Madame Charity, vous avez la parole. Thank you so much for giving me the floor. Indeed, when people gather in such meetings, I think it's only good and fair that at the end of it all, we look at the way forward, we crystallize the various recommendations coming from different interest groups so that the meeting impact and outcomes can go a long way in making the change that we all desire. And so at this point in time, I would like to request Madam Swad, who doesn't need introduction to all of you, to take us through on the establishment of a follow-up group arising out of the many discussions in this meeting. Madam, you have the floor. Very much, Charity. Good morning. I may want to just take a few minutes to reiterate a few things that, because we have my brother from who joined us. We have a few people actually who joined us after I have made my initial presentation on where we came from. It is in the flash disks, but maybe I would just repeat it. The way the Secretariat of the High-Level Panel on Illicit Financial Flows has been functioning to implement 2 summit decisions. One is the summit decision of 2015 that adopted the report of the panel. That means the 15 findings and 38 recommendations of the panel. From there on, as far as we are concerned, are no longer recommendations of panels, they are decisions of heads of states. We have therefore been trying to organize ourselves to implement them. That's one. The second one is in 2020, right before the pandemic, there has been another decision, and that is the CAPAR, Common African Position on Asset Recovery. It's a pronouncement, because it's just a position, which needs now to be turned into a framework or series of frameworks that need to be implemented. And that side, there is a working group. We have several people here. Barrister Akere Muna is a co-chair, together with the Commissioner, Political Affairs, Peace and Security, and the chair of AUABC on that group.
Their secretariat has been ourselves. I'm glad that my brother from the DG of ONRAC is here. Mo India is a member of that group. So that group was a group that developed the CAPAR. It turned into a group that helped us pass the CAPAR. It now is a group that is implementing the CAPAR. And lately, because we managed to get the fundings that we needed, we passed it on to Palu and my sister Charity. They are the chair. They are mandated to do this work, so they're going to run a good part of that work out of Arusha. There are a number of practical things we're dealing with, but broadly speaking, that's how we are organized. There has been, since inception, since we have started the implementation, a number of other working groups. One was the working group on monitoring and evaluation. We have a 60-pager report document to say, if we were to say that this whole thing, the entire 38 recommendations were going to be fully implemented in a horizon of 5 years, what are the desired results we wanted to see? And that became what we call the anti-IFF project, which was derived from the M&E framework of the implementation of the 38 recommendations. And for which we requested the African Development Bank. President Mbeki wrote to the president of the African Development Bank to ask for $15 million out of the $22 million we have established a trust fund for. So we had a working group on the trust fund, establishment of the trust fund. Akeri and others were part of it. We have hosted it in ACBF. We were hesitant between ALSF and ACBF for all sorts of practical reasons. The main thing we continue to do is to be very careful with the source of the funding we are using for all sorts of reasons, credibility, legitimacy, and so on. To continue to say it's an African initiative, African-owned initiative, we must own the processes, the procedures, anything that has to do with the implementation processes. So that's to say that the first organization the panel sought support from was another platform, which is CODA. CODA is a special initiative of the African Union, African Development Bank, Afrexim Bank, and UNECA. The headquarters was in ECA in Addis Ababa. We were moved inside the compound by both the chair of CODA, His Excellency Obasanjo, and the chair of the panel, Thabo Mbeki, and created the office of CODA inside the AU to support that process. Then they requested the African Development Bank to fund their work, direct work, through their secretariat CODA. So a request went from the chair of our panel to the president of the African Development Bank to request $15 million out of the 22 we needed. They gave us half of that, about 8 million. 1 million went to the AfroSci-E, the African Supreme Audit Institutions, the English-speaking one. I don't know if the Francophone one exists or not, but anyways, the auditors got 1 million, and the remaining 6 million came to the AU, and somehow shared between us, CODA, the Secretariat of the panel, and the Economic Affairs Department. And there is a budget line for CAPAR, which is what Charity and Don are going to implement, and we will see. So you're not hearing. La traduction n'est... Là, ça va? Est-ce qu'on peut y aller? D'accord. Du coup, je peux passer au français. Et donc, cet effort-là a été fait pour éviter deux choses. Une, c'est de dire que c'est un effort africain. Quand on vous pose la première question, la question immédiate qui vient, qui la met en œuvre, utilisant quel financement, on ne soit pas en train de dire on utilise des financements des gens à qui on doit parler. Parce qu'il y a un problème de crédibilité dans l'exercice. Du coup, on fait en sorte que
que les financements du secrétariat et toutes les activités du panel viennent d'une institution africaine. Et on en a deux, qui sont ce qu'on appelle les institutions de CODA. CODA est un enfant de 4 parents, et donc les deux banques, la Banque africaine de développement et Afrexim Bank, financent CODA. Et sur cette question-là, il n'y a qu'eux qui nous financent. Donc, s'il y a d'autres partenaires qui veulent venir, on leur demande de passer par la Banque africaine de développement, parce que c'est une banque qui nous appartient et à qui on peut poser des questions, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, c'est la nôtre. Et donc, il y a cet effort-là. Et on avait mis en place un certain... Alors, il y a un groupe de travail qui, pour une multitude de raisons, mais bon, il y a eu la pandémie aussi qui nous a fait perdre un peu de temps. C'est le groupe de travail sur les extractifs. Et c'est la raison pour laquelle quand Batouni et Birahim Seck avaient décidé de faire, par exemple, cet atelier, j'ai dit, mais il y a un groupe de travail qui est un peu dormant. Mais c'est un groupe de travail pour lequel on avait fait tout ce qu'il y avait à faire. On avait même formulé, moi personnellement en tant que CODA, ça m'a coûté $120 000 pour formuler le projet qu'il devait porter. Il y a un projet, et on a décidé même qui allait payer pour ce projet, c'était la Banque mondiale. Donc parce qu'ils sont très très actifs sur cette question, et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, la Banque mondiale et le FMI sont les bons élèves de ces gens-là qui sont en dehors du continent et qui prétendent beaucoup de choses, parce qu'on valide ce qu'ils disent et ce qu'ils font, et on va leur parler. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Quand le panel avait fini son travail, j'avais dit hier que pendant 5 ans, on avait forcé le langage que nous portions, parce que il y a eu pas moins de 8 grandes études qui ont été faites sur la question de flux financiers illicites par des organisations internationales, bien sûr la Banque mondiale, les Nations unies, l'OCDE, l'Union européenne, etc. À la Banque africaine de développement d'ailleurs. Mais aucune n'avait voulu prendre l'approche et l'optique que nous avons pris. Pourtant, on n'a pas généré des données différentes. On avait utilisé l'information et les données que les ministères des Finances sont tenus de donner au FMI. Et ils mettent entre 6 mois et 18 mois pour, j'allais dire, nettoyer, valider, vérifier, etc. Et ils publient. On perd facilement entre le moment où l'information que les gouvernements acceptent de donner et donner à l'instance internationale qui est la leur, elle appartient c'est une organisation. Bon, elle n'est pas intergouvernementale. Oui, elle est intergouvernementale, mais bilatérale, contrairement à toutes les autres qui sont multilatérales. Et donc, le fonctionnement d'une organisation multilatérale, le fonctionnement d'une organisation bilatérale, le fonctionnement d'une organisation financière internationale de développement comme la Banque africaine de développement, par rapport à toutes ces choses-là, on gère ces questions-là d'un point de vue procédure, etc. Et donc, quand on dit qu'on voudrait ça comme ça, on y a réfléchi beaucoup. Et il faut faire très attention de ne pas toujours retomber dans les mêmes pièges qui nous amènent toujours à avoir les mauvaises discussions, parce qu'on met finalement nos décisions entre les mains de je ne sais pas qui pour des miettes. C'est une question de plusieurs dizaines de milliards de dollars par année. On ne peut pas la régler, ou chercher même à la régler, sans être bien structuré, organisé, et sans, quand on fait ce qu'on vient de faire aujourd'hui, par exemple, d'annoncer, de parler au niveau panafricain, ne pas être capable de suivre ce qu'on dit, de ne pas annoncer, créer des attentes quand on n'est pas capable, ou qu'on n'est pas concentré, ou qu'on n'a pas les moyens techniques ou financiers de faire le reste, et de nos fonds propres. Si on n'est pas une organisation qui est structurée pour faire de la recherche, il ne devrait pas chercher à prendre le rôle de produire des documents de recherche. Ce qu'il faudrait que ce soit ou les institutions organisées pour ça, mandatées, financées pour ça, ou on va s'en remettre à d'autres. Mais on ne peut pas donner ce rôle-là à n'importe qui, parce qu'on a beaucoup souffert en 5 ans pour structurer ce qu'on appelle, nous, dans le panel, une réponse coordonnée et cohérente à la problématique des flux financiers illicites
et au recouvrement. Donc, quand on sort, par exemple, au bout de plusieurs années, un document comme celui-là, il y a énormément d'efforts. Beaucoup d'institutions, beaucoup de gens ont travaillé pendant longtemps. Et on ramasse tout ça, et c'est un document qui se respecte et qui peut tenir sur la longueur. Mais il ne fallait pas qu'on le produise sur la base d'un consultant parce qu'un financement de 20 000 ou de 200 000 a été donné à quelqu'un, parce que ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a des processus qui portent ça, il y a des processus qui permettent ça. Alors, le groupe de travail sur les extractifs était un groupe qui était censé justement corriger ce que nous voyons, mais d'une seule perspective. C'était celle d'améliorer la collecte de revenus de ce secteur. Donc, parlait bien de, je ne sais pas comment on dit compliance en français, conformité. Alors, c'était un processus qui améliore la conformité et tout ce qui va avec, transparence, intégrité, etc., mais dans le but d'améliorer ce qu'on retire. C'est que le cas de Glencore vient de mettre en exergue est un phénomène complètement différent, mais qui doit être pris en charge toujours par le même groupe de travail. Du coup, on est obligé, à cause de ce qui vient de se passer, de recomposer ce groupe-là, de reprendre le projet, de peut-être l'étendre ou le réduire ou complètement le changer, parce que l'identification et identifier et combattre les flux financiers illicites dans le secteur des extractifs vient de prendre une autre tournure. Jusque-là, notre groupe de haut niveau ne voulait pas qu'on parle toujours dans le langage de la corruption, parce que c'est l'argument le plus important qu'ils ont pour dire « mais vous avez des problèmes parce que justement vous êtes corrompus ». On l'est, mais on ne l'est pas plus que les autres. Et puis, l'exercice de la corruption sert à quelque chose, et le produit même de la corruption, qui est minime, va quelque part, qu'on a même du mal à ramener. Donc, on est dans une logique, quand on parle des flux financiers illicites, d'un phénomène qui rend ce qui est injuste juste, ce qui est faux vrai, ce qui est illégal légal. C'est pour ça qu'on l'appelle illicite et pas illégal. Le plus gros est illégal. Corruption illégale, activité criminelle illégale, activité commerciale, tout est illégal sauf l'éviction fiscale. Parce qu'on peut éviter de payer un peu, mais attends, je ne sais pas si en français la différence sort, mais en anglais, on se bat jusqu'à présent dans le contexte de l'OCDE pour leur dire « tax evasion is illegal, but tax avoidance is legal, but that's what makes the whole IFF illicit and not illegal. So when you take tax avoidance, which is normal practices, accounting practices, that they keep playing with, that's where the illicit nature of this comes. If not, everything is illegal. Everything else is illegal. And to the extent that more than 60% of the outflows from our continent is really the sector that contributes the most to it is the extractive sector. We have to be very careful when we are going to attend to it. So at global level, it's advocacy. At regional level, we advocate, we pronounce, we decide. Implementation is a matter of policy. And as Mor keeps saying, the reinforcement of national institutions and agencies dealing with this. Most of our countries, based on the first round of assessment, have the texts. The institutions are in place. Are the texts reinforced? Are the institutions effective? That's the immediate question. So I am saying that there is a lot of thinking, work that has been in. But now, what I really wanted to plead this time around is that we have scratched most of there was a consortium, it went moribund because it goes all over the place. It's convened, we exchange views and that's all, but we don't jointly program. We do the work in the context of the working groups. And each working group is actually constituted of institutions and individuals who are really renowned and can do, and when we follow up, we can hold them accountable for that. Including my brother, Barrister Karim. He was coming outside of what the panel's role
in our context is he wanted Glencore case that is very close to his heart to be taken on board by the Secretariat. I put him to task. He had to produce 6 reports and be helped and translate them, because what Birahim and myself did was really the concept note based on what he was telling us and the mechanical side around it. But the bulk of what we came to do here had to be produced by the person who wanted us to get there. So we need to organize now to give life to the expectations we created by being very serious as to when we say we need to know who, both in terms of legitimacy and in terms of capacity, both technical and financial. We have to be very careful not to create another expectation that we will not live up with, because this is not, c'est pas des enfants de cœur. Il ne faut pas aller titiller des gens comme ça quand on n'est pas organisé. I rest my case. Thank you very much. Thank you so much, Suad, for that overview in terms of the processes and the various working groups. And I think you've laid the facts bare before us, and especially with respect to the way forward in terms of the working groups that are already existing and what else we may need to do, and also in terms of perhaps the institutions that are here, what are they capable of doing in terms of the human capital, the resources at their disposal, and all that. And indeed, we need to be able to give life to the various expectations that have come our way, arising out of the different discussions in this group. Is there a need perhaps to expand some of the working groups, and how exactly do we go about that? Which institutions should be brought on board? What are they bringing to the table, and all that? So I think it's for all of us to be able to sort of weigh in on this aspect, so that we carry forward whatever we've been able to do, and see how else to expand the working groups, and yes, for the benefit of the African people. So at this point in time, I want to open it up. I don't know if there's anyone with any further thoughts or how to enrich some of the working groups that are already there, as well as perhaps the funding aspect, the technical issues around the working groups and the like, especially in the extractive sector, as well as maybe the overall common African position on asset recovery. The floor is open for a discussion and any recommendations. Yes. Merci beaucoup, Charity. Merci également et félicitations, Suad, pour votre présentation, surtout sur l'historique que vous avez eu à faire par rapport au groupe de travail. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est une initiative qui nous tient à cœur au niveau du Forum civil. C'est pourquoi, depuis des années, on s'investit dans la lutte contre la corruption, mais également la lutte contre les flux financiers illicites dans le secteur extractif, qui nous a valu aujourd'hui l'accompagnement même de l'USAID pour travailler sur la question au niveau du Sénégal et surtout dans les zones minières. Et ça également qui nous a amené à collaborer aujourd'hui avec la CODA, mais également l'Union africaine, pour l'organisation de cet atelier en marge de la conférence internationale de l'ITIE. Comme vous l'avez également si bien dit, avec le travail qu'on a eu à faire sur la conceptualisation des éléments nécessaires pour le suivi du travail. Et nous l'avons dit, il nous faut de l'engagement. Il nous faut de l'engagement et nous avons besoin de résultats. Et au-delà des résultats, nous avons besoin également d'impact. Hier, dans ma première présentation, et je ne badinais pas, j'étais taquiné en disant que nous avons besoin de SWAD pour continuer également ce travail. Et effectivement, nous avons besoin de vous
pour pouvoir continuer également ce travail. Et nous sommes tout à fait disposés. En tout cas, si vous le souhaitez également, si le groupe le souhaite, le forum civil de porter également le secrétariat et de rassembler toutes les recommandations et de mettre en œuvre les actions qui seront sorties également de cet atelier-là. Ça, nous nous engageons également à le faire, bien entendu, si nous avons l'accord et le sentiment également du groupe, mais également de tous les financiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que dans nos États, je ne sais pas, parce que au niveau de la RDC par exemple, il y a eu déjà quelque chose qui a été déjà fait selon ce que Madame m'a dit. Il y a un processus qui est en cours. Nous attendons qu'il y ait un décret du Premier ministre, je pense. Oui. Mais malheureusement, est-ce que ce décret, la société civile aussi est incluse? Les acteurs de la société civile, dans le décret qui seront, parce qu'il y a eu j'ai discuté aujourd'hui avec le secrétaire exécutif de Senaref, qui a élaboré les décrets, mais je ne sais pas est-ce qu'on a tenu compte de la participation de la société civile. Ça, je ne sais pas. Or, qu'est-ce qu'on constate effectivement? Ouais. Nous constatons effectivement que les institutions qui sont à la base de la corruption, c'est à elles toujours qu'on donne le privilège de discuter sur notre avenir, sans nous associer. Or, en RDC, nous avons cette culture de participation de la société civile. Dans presque tous les processus qui intéressent le secteur extractif, la société civile est incluse. Que ce soit l'ITIE, que ce soit le groupe thématique mine, que ce soit au niveau des journées minières que nous organisons au niveau national, que ce soit au niveau de Indaba Mining pays, on associe souvent les acteurs de la société civile. Mais dans ces processus de flux financiers illicites, peut-être on va nous associer comme participants, alors que c'est ça ce que je voulais un peu savoir, étant donné que lorsqu'il y a déjà des décrets qui sont pris avec plusieurs institutions, c'est bien, mais il faudrait que les acteurs de la société civile aussi soient impliqués. Yes, please. You can go ahead and provide some answers, including exactly how perhaps CSOs, for instance, in the DRC can be brought into the loop, the credible ones, so that they have a say in what is happening and what is going around, unlike leaving it to a few that may be involved in suspicious issues. Avant de répondre, il y a aussi l'initiative de GIZ qui veut effectivement financer des projets de lutte contre les flux financiers illicites dans le secteur des mines. Ils sont en train de travailler, alors je ne sais pas est-ce que ça ne sera pas une duplication avec CODA ou avec l'Union africaine. Comment ça va? Parce que celui qui va implémenter, ça sera toujours la cellule nationale de renseignement financier. Est-ce que ça ne sera pas une duplication? Alors, les flux financiers illicites, c'est un phénomène. Personne n'a une autorité intellectuelle ou ça n'appartient à personne. Donc tous, on doit agir là-dessus. Ce sur quoi nous agissons, c'est très cadré, c'est très structuré. C'est ce que le panel a porté depuis 2010, qui, à ce jour, n'est que 38 recommandations, dont 24 interventions au niveau national. Le reste sont des interventions que nous devons faire en tant que groupe de pression et son secrétariat et son bras technique au niveau global et au niveau continental. Voilà, déjà... Donc, il peut se passer énormément de choses autour de nous. S'il y a de la duplication ou qu'il n'y a pas de duplication, au niveau national, c'est aux acteurs nationaux, gouvernement incluant, parce que qui fait nous, comme nous agissons sur une résolution de chefs d'État africains dans le cadre de ce qui s'est passé dans l'Union africaine et les Nations unies, parce que nous portons ces exercices-là là où nous pensons être le plus important par rapport à ce que les points de pression que nous devons mettre. Et dans ce cadre-là, effectivement,
l'exercice qui englobe tout n'est pas le CAPAR. C'est pas possible parce que le CAPAR, c'est une réponse à la corruption qui est un véhicule, un enabler, mais qui n'est pas les flux financiers illicites parce qu'il y a bien au-delà de la corruption qui se passe. La raison pour laquelle la corruption existe, alors dans notre définition, il y a corrupt IFF, criminal IFF and commercial IFF. 5%, 30%, sur plus de 65%. Donc, CAPAR, c'est en réponse aux 5% et les produits de ça, et puis ce qui s'est passé, il y a de l'historique, et ça doit, et comme c'est un facilitateur aux autres, c'est qu'on doit dire. Mais c'est une question systémique qui justifie le néocolonialisme tel qu'on le connaît, même la raison pour laquelle certaines institutions existent, et tout ça, c'est très profond. Donc il y a un travail. Donc le chapeau, c'est la déclaration spéciale de 2015 qui ne dit rien d'autre que nous adoptons le rapport du panel le groupe de haut niveau et nous voulons que le groupe continue à faire son travail. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, alors nos interventions sont au niveau global, sont au niveau régional, et là, Birahim, résultat, impact, il n'y a rien. On est plaidoyer, c'est le narratif, on le forge, on le force, on l'impose, et c'est tout ce qu'on peut faire. Et à ce stade-ci, je crois que le groupe de haut niveau a fait vraiment un travail formidable. Personne, aujourd'hui, au niveau global ou régional ou peu importe, ne parle des flux financiers illicites sans faire référence à ce groupe. Donc, ils ont fait beaucoup de travail de plaidoyer, de corriger. Le rapport était un rapport de 538 pages on a fait un fascicule. Donc, ceux qui sont dans ce domaine savent de quoi il s'agit. Maintenant, le même exercice est en train d'être repris pour faire ce qu'on appelle une béquille 2. Donc, quand on va sortir, ce sera surtout sur les difficultés ou les défis et les barrières pour la mise en œuvre des recommandations, pas seulement du groupe de haut niveau africain, mais on avait forcé pour qu'au niveau global, il y ait un autre groupe. Et ils l'ont passé, c'était le UN Facti Panel, et ils ont eu 14 recommandations, reconnaissent encore le groupe de haut niveau africain, dit que tout ce qu'ils ont dit était bon. Voici, c'est ce qui s'est passé depuis qu'ils ont cherché à corriger. Donc c'est pour dire que le problème est là, la problématique est là, il faut la prendre en plein. Maintenant, ce qu'on nous cherche. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Ibrahim Birahim quand il dit qu'il nous faut des résultats et de l'impact. On ne peut pas obtenir des résultats et de l'impact ni au niveau global, ni au niveau. C'est pas du plaidoyer, c'est du travail au niveau national, des politiques, des institutions, de lois, etc. Donc, et c'est pour ça que le panel est maintenant dans la phase 2. La phase 2, intervention nationale. Qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant, quand on vient en RDC ou qu'on va aller en Guinée-Bissau? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit pour le panel. Maintenant, pour nous, et donc, la GIZ est une organisation de brokers. Hein. Ils ramassent de l'argent partout, au nom de l'Afrique, et ils structurent ça à partir de bonnes. Et personne n'est capable de leur dire ce n'est pas bien. Donc, c'est pour ça qu'on leur dit que le financement doit passer par la Banque africaine de développement, des institutions qu'on peut tenir pour responsables de ce qu'elles font. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais là, il y a un autre... Alors, au niveau national, ce qui se passe, si on veut voir du résultat et de l'impact, on prend le cas de la RDC. Quand on a lancé le processus d'évaluation, parce qu'un processus d'évaluation de la réponse d'un pays nous prend entre 6 mois et 2 ans. On n'arrive pas à la compléter rapidement, justement parce qu'il ne faut pas artificiellement sortir un rapport. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. Donc, quand on vient pour la première fois dans un pays, on demande à la présidence de recevoir le groupe. Et ensuite, au cabinet, de prendre en charge du fait que vous avez pris une décision à Addis Abeba et vous aviez dit que tout ça, c'était important. Si c'est important, est-ce que vous avez fait quelque chose? Si oui, quoi? Qui le fait? Comment vous le faites? Et donc, on appelle ça l'atelier de lancement de l'exercice. En RDC, on n'en est que là. Donc, on a fait le kick-off workshop en RDC. Il y avait les 14 institutions et les ministères qui sont là. Quand c'est nous qui organisons, puisque c'est le kick-off, on implique les organisations. Mais on est obligé de valider ça avec le gouvernement. C'est un exercice que le groupe de haut niveau tient avec un gouvernement à la fois. En ce qui me concerne, la société civile ne gère pas les politiques du pays, n'est-ce pas? Donc, c'est eux les principaux responsables. Et donc, on les tient responsables de ce qu'ils devraient prendre comme responsabilité. Maintenant, dans cette réunion, il y avait 2 organisations de la société civile à qui ils ont permis de venir. La première, c'était l'Association des banquiers congolais. Et la deuxième, c'était l'ITIE.
Jean-Jacques était avec nous tout le long. Maintenant, quand vous savez qu'un gouvernement particulier a accepté 2 de vos confrères qui sont ou de vos consoeurs, vous êtes obligé de travailler à travers eux parce que vous n'aurez pas droit. Ça se passe de la même façon à l'Union africaine. Il n'y a pas de réunion des ministres où la société civile vient et prend la parole comme elle veut. C'est structuré. Vous allez être observateur au mieux. Au mieux. Et quand ils prennent les décisions, vous n'avez même pas droit de regard. À la limite, ils vous demandent même de quitter la salle. Donc il faut... Oui, mais... Je ne peux pas changer tous les systèmes. Je vous ai dit qu'on essaie de faire ce qu'on peut. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est que comme les organisations intergouvernementales, et quand on veut faire venir plus d'un gouvernement à la fois, parce que une discussion que nous voulons avoir, c'est avec les États membres africains, en utilisant les processus établis de l'Union africaine, ou des Nations Unies, parce que ce sont des plateformes de gouvernement, que quand ils doivent parler à l'OCDE, ce n'est pas une organisation inclusive, hein, il y a peut-être 2 ou 3 pays africains qui sont invités là-bas, il n'y a que l'Afrique du Sud qui en est membre, mais quand on va vraiment aux Nations Unies, par exemple, ou à la Banque mondiale, il faut que nous, on puisse accompagner nos pays. Et qu'on puisse dire et renforcer. Il y a des moments où eux n'ont même pas le droit de se prononcer sur certaines choses. Ils n'ont pas ces options-là. Donc il ne faut pas que ce soit des exercices futiles. Alors ce que fait CODA, c'est de lier la recherche à la prise de décision politique. C'est ça. Et c'est un exercice extrêmement complexe. Mon frère en sait quelque chose. Il était à la tête de Codestria et il avait organisé, et continué à organiser les réunions des économistes hétérodoxes. Ça commence depuis l'école et ce qu'on leur dit. Vous pouvez pas, c'est le groupe le plus rigide, les ministres des Finances. Et ils ne vont pas chercher leur solution à l'Union africaine ou à Addis Abeba. Quand un ministre des Finances a besoin de quelque chose, au mieux, sur le continent, il ira à Abidjan. Au-delà, il va vite à la Banque mondiale et au FMI. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'on leur dit? Pourquoi ça se passe de cette manière? C'est ça notre responsabilité. Et c'est de ça qu'il s'agit pour nous. Maintenant, on continue les cellules de surveillance. Et quand on dit qu'on va travailler au niveau national, justement, j'espère que le communiqué aujourd'hui, et c'était la raison pour laquelle on est venu, on va interpeller TI, Transparence internationale et l'ITIE à travailler avec le secrétariat du panel. Il faudrait vraiment les interpeller sur ça et voir pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas encore à nous. Donc, je suis en train de dire qu'il est important qu'on comprenne qui a quel rôle légitimement, qui ne peut pas avoir quel rôle dans quelle salle. Et quand vous n'y êtes pas, il faut faire confiance à l'organisation qui fait partie de votre groupe de travail de porter les messages du groupe. Tout en sachant que chaque institution a un mandat, des processus de programmation et de financement. Et qu'il faut qu'on les respecte aussi, sinon elles n'existent plus. Donc, il y a tout ça qu'on prend comme... Si c'était facile, je ne pense pas qu'on serait ici en train de discuter. Donc, il faut quand même qu'on prenne en charge la complexité de l'exercice qu'on a mené. Ce n'est pas facile. Merci beaucoup. J'espère que j'ai répondu à certaines questions. Speak through the... Excuse me. Use the microphone so that everyone can follow you. J'ai dit, l'ITIE est supporté par les États. Les secrétariats techniques touchent l'argent du gouvernement. Donc c'est quoi? Il y a un décret qui établit l'ITIE. Lorsqu'il y a un décret, ça devient public, non? Les juristes sont ici? Non. Mais l'ITIE, ça, la société. Tu dis? L'ITIE, ça, la composante n'a pas sa raison d'être. Non, la composante, on l'implique seulement pour venir. Et ils ne sont pas pris en charge par le gouvernement parfois. Il ne faudrait pas qu'ils soient... Cette société civile, l'ITIE n'existe pas. Effectivement, c'est ça. Excuse me, I think we need to have some order in the way we are taking the floor. The interpreters need to hear all of you, so when you speak through the microphone and through the chair. Otherwise, the meeting would degenerate into chaos, and we don't want that after having done a very good job these past 2 days. Oui, excusez, Présidente, je disais que l'ITIE est prise en charge par le gouvernement. On associe les acteurs dans les conseils d'administration seulement. Mais les secrétariats techniques de l'ITIE, ce sont les agents de l'État qui sont là. Les membres de la société civile viennent en conseil d'administration.
C'est ça. Alors donc, en conseil d'administration, ce ne sont pas des gens qui touchent l'argent chaque mois. Donc, le décret qui établit, c'est un établissement public, mais dont la composition est tripartite. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'association des banques. Et c'est comme ça que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous condamnons souvent les institutions de l'Union africaine. Pourquoi? Parce que vous n'associez pas les citoyens. C'est ça le plus grand problème. Or, actuellement, en RDC, la logique est tripartite dans toutes les réformes qui sont prises. Que ce soit les réformes de justice, que ce soit les réformes financières, que ce soit les réformes foncières, toutes les réformes, la société civile est associée. Alors, c'est ces paramètres-là que les institutions de l'Union africaine devraient, cas par cas, pays par pays. Donc, je pense qu'à ce niveau ici, je plaide pour qu'effectivement, vous ouvrez encore pour associer, parce que c'est un processus qui est déjà en cours depuis très longtemps. Depuis très. Même dans les budgets, nous participons. Lorsqu'on élabore les budgets, les ministres des budgets nous appellent. Que ce soit au niveau jusqu'au Parlement, on nous appelle. À la commission ECOFIN, nous y allons. Donc je pense que l'Union africaine, vous devriez vous ouvrir et vous adapter aux contextes nationaux de chaque État. Merci beaucoup. Thank you very much for that concern. I think my neighbor here had wanted to respond, but also maybe on behalf of the African Union, let me indicate that they are very keen to bring on board civil society organizations. In fact, there's a full-fledged organ within the African Union setup, ECOSOC, that deals with African civil society. So I think one of the ways in which some of the civil society organizations on the continent can feed into the various processes of the African Union is to be affiliated with ECOSOC. And then all these issues can then be sort of dealt with at that level. And it's a very robust system. Every year every other year I think there's a General Assembly where different civil society organizations come together, and even in terms of the leadership, it revolves among the different civil society organizations. But let me end here and request my neighbor here, and then I'll have I've seen three other names, then they will intervene as well. En fait, ce que je voulais juste préciser, à notre avis, c'est une question de responsabilité. L'ITIE tel qu'il est conçu, actuellement même, ça fait débat sur mon compte Twitter parce que j'ai publié en disant que Glencore a été condamné à hauteur de 320 millions d'euros pour corruption, alors qu'il est en train de sponsoriser l'ITIE, qui est censé lutter contre la corruption, promouvoir la transparence dans le secteur extractif. Aucune organisation de la société civile présente au niveau de l'ITIE n'a soulevé la question de Glencore depuis sa condamnation jusqu'à maintenant. Nous sommes d'accord quelque part que c'est une question de responsabilité. L'ITIE a été conçu pour que l'État, les organisations de la société civile, les entreprises, d'autres entités parlementaires, d'autres entités, soient dans un groupe multipartite. Maintenant, dans ce groupe multipartite, chaque entité doit pouvoir jouer son rôle. Si les organisations de la société civile sont dans ce groupe multipartite et qu'ils courbent le chine, ça c'est de leur responsabilité. Donc, même si l'ITIE est une instance qui est budgétisée, qui est financée sur le budget de l'État, on nomme également un ministre d'État ou bien une personnalité publique au nom de l'État, sur la base d'un décret présidentiel, mais on donne la possibilité aux entités extérieures d'être présentes dans un groupe multipartite. Donc c'est à eux, ces gens-là, de pouvoir jouer leur rôle convenablement. S'ils ne le font pas, mais ils vont jouer le rôle de l'État. Ils vont jouer le rôle des entreprises. Maintenant, s'ils jouent convenablement leur rôle, ben, bien sûr, l'ITIE également sera également assez éclairé. Mais ce que nous constatons, votre sentiment, c'est notre sentiment.
Votre sentiment, c'est notre sentiment. C'est-à-dire quoi? Les organisations de la civile, souvent, pas tout le monde, souvent, ils ne jouent pas leur rôle au sein de l'ITIE. Ils ne font que suivre les actions posées et élaborées et posées par le gouvernement, mais également par les entreprises. Donc je comprends votre sentiment, mais attention, pour ne pas tuer également cet instrument-là, l'ITIE est une organisation multipartite avec plusieurs représentations et chaque entité doit pouvoir également jouer son rôle de façon responsable. Merci. Thank you so much. You have the floor, and then we'll come to you, and then finally him. Merci, Madame la modératrice. Je ne reviendrai pas sur ce que Birahim vient de dire. Effectivement, l'ITIE est une réponse à une campagne de la société civile pour organiser et réorganiser la gouvernance du secteur extractif. Donc c'est un bébé de la société civile. Maintenant, ce que les gens ont fait montre les limites de la mise en œuvre de la norme. Les pays excellent dans la mise en œuvre de la norme, mais pêchent dans le fait de faire que la norme réellement règle les problèmes pour lesquels elle a été mise en place. Donc, et ça, comme Brahim l'a dit, il y a un problème de la société civile. Il ne faut pas se méprendre sur notre capacité à influencer les changements. Et ça, c'est de notre responsabilité. Les plaidoyers, ce n'est pas au gouvernement de faire. Pour faire changer les choses et faire prendre en charge les préoccupations des populations, c'est le rôle de la société civile. Elle doit s'organiser dans ce sens. C'est pourquoi, même si l'OUA a des règles comme une agence intergouvernementale, de travailler avec le gouvernement, mais nous devons avoir les moyens d'interagir et avec les gouvernements et interagir avec l'OUA à travers nos procédures propres en tant que société civile organisée dans le secteur extractif. Nous en avons les moyens, nous en avons les capacités, il suffit que nous nous donnions les missions qui à faire. Et nous pouvons le faire. Merci. Oui, merci. Je voulais je crois que tout a été dit dans ce qui concerne la société civile. Je crois que ça montre déjà les questions dans lesquelles, les problèmes peut-être qu'on doit, disons, résoudre entre nous. Mais je voulais retourner sur le fait de qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que tous ces engagements qu'on voit, comment on peut participer, comment on peut, comme société civile aussi, les mener chez nous ou avec nos collègues dans nos pays pour faire en sorte que les initiatives qui sont en fait africaines, qui sont à nous en fait, peuvent aboutir à des résultats positifs. Je crois que c'est la proposition que Front Civil vient de faire, de dire comment faire le follow-up, disons, de cette réunion. Moi, je voulais aussi partager un petit exemple j'étais à Nairobi avec Paul ici, et je crois que d'autres collègues peut-être qui sont par ici. En ce qui concerne le CAPAR, il y a un groupe des ONG qui veulent se mettre disons, en network, en réseau, pour faire le follow-up. Ça, c'est plutôt juste pour la thématique de asset recovery. Mais c'est ça, ce sont les moyens, je crois, de le faire. Et ça, on commence à le faire sans aucun appui. On n'a pas de financement. On n'a rien, mais ça, on se dit, ça c'est important pour nos objectifs, nos missions, et donc on va le faire comme ça. Après, peut-être on aura le financement, on ne sait jamais, mais je crois que c'est comme ça qu'on montre d'abord l'engagement par rapport à la thématique qu'on veut faire le plaidoyer avec. So much. Let me come to him finally before I go back to Sword. Thank you. Je vais peut-être dire ça en français, comme il y a plus de Français francophones dans la salle. Je pense juste ajouter un mot à ce qui a été dit. Je crois que
pour la société civile, ce qu'on peut faire un peu, c'est dans le suivi, dans le plaidoyer, dans la pression qu'on peut mettre sur les différents acteurs pour que les décisions soient mises en œuvre, quoi. Et je pense que donc l'idée d'avoir des cellules de veille dans les pays, c'est une idée excellente. Parce qu'il faut qu'on ait les moyens d'assurer le suivi, le monitoring régulier, quoi, avec les instruments qu'il faut, mais de pouvoir suivre ce qui se fait au niveau de chaque secteur, au niveau de chaque pays. Et ça, c'est pas une immense affaire, ça. Et je suis d'accord avec ce que Swad disait, on peut payer un consultant pour faire une étude rapide et produire un document, mais on ne construit pas la capacité justement de le faire dans la durée. Et pour ça, il faut se lier avec les institutions de recherche. Il faudrait soit avoir des groupes de recherche établis dans les pays, ça c'est facile à faire, le CODEC a fait ça 1000 fois, des groupes nationaux de travail pluridisciplinaires qui se mettent ensemble pour une période pour étudier et produire un rapport, ou alors se lier à une institution et puis après le faire. Donc, je pense qu'il faudrait faire ça d'une manière régulière pour savoir où est-ce que ça se fait, comment ça évolue. La deuxième chose, il y a quand même ça a été dit et démontré plusieurs fois, il y a des questions extrêmement techniques qui sont posées, il y a des questions de capacités qui se posent à plusieurs niveaux. Et la capacité même, comme on disait hier, là, de lire les contrats, de savoir exactement ce qui est en préparation là, et le faire en anticipation. Il faut que la société civile ait la capacité de suivre, d'analyser et de comprendre ce qui se fait. Il faut que même les décideurs eux-mêmes aient cette capacité. Donc je pense que ça, c'est peut-être avec les avocats qu'il faudrait travailler avec pour ce qui est des aspects juridiques là, avec Palou et d'autres. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là pour pouvoir être plus systématique dans comment dire, l'approche de cette question des contrats et d'analyse des documents qui sont faits pour savoir ce qu'on peut en sortir, quoi. Et puis évidemment, il y a la capacité aussi des journalistes à suivre, à faire de l'investigation et à rendre compte d'une manière intelligible. La troisième chose qui me semble important pour la société civile, c'est évidemment tout le côté plaidoyer, quoi. Aussi, c'est scandaleux qu'on ait des documents importants, on n'arrive pas à trouver les ratifications qu'il faut au niveau du pays là. Mais ça, c'est la société civile qui doit, au niveau de chaque pays, mettre la pression pour que, comme les organisations de droits de l'homme le font, pour faire ratifier les conventions. Il faudrait que les gens considèrent que c'est suffisamment important pour mener une campagne et faire le lobbying qu'il faut pour que les ratifications puissent se faire, pour que ça soit un problème. Et c'est la même chose qu'il faut faire par rapport aux politiques qui sont particulièrement problématiques, pour que les politiques soient changées. Et donc, ça, c'est un travail que la société civile peut faire, et qu'il peut faire, bien sûr, en collaboration avec d'autres acteurs au niveau de la société. Mais ça ne demande pas une permission, ça ne demande pas une préparation, c'est juste un engagement, comme disait Ibrahim. Donc finalement, on juge que c'est important, cette question. Et le gouvernement, vous êtes engagé, vous êtes en rapport avec des compagnies, en rapport avec des institutions internationales. Et puis, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Et ça fait partie d'un programme de capacity building. Donc je pense que si on se quittait ici aujourd'hui avec quelques engagements pris sur 2 ou 3 cas, ensemble, on va continuer à travailler sur ça, en collaboration bien sûr avec les institutions. Je crois que ce serait une bonne chose. Thank you very much. For the latter part, we almost lost you, but I think we're almost concluding your intervention. I see one hand up. I'd wanted us to sort of conclude and then give Swad maybe the last chance, but if you insist, yes. Je pense que la participation est tellement importante dans toutes les politiques. Vous ne pouvez pas faire le plaidoyer sans que vous ayez participé. Dans le temps, je me souviens, avec le blanchiment de capitaux, Gafi travaillait avec les États. Mais nous les avons rencontrés plusieurs fois
ils se sont ouverts. Lorsqu'ils font les évaluations pays, si la mise en application des lois de blanchiment de capitaux, contre blanchiment de capitaux, ils nous consultent. Ils se sont ouverts. Je pense qu'aussi, l'Union africaine, vous devrez fournir des efforts pour nous faire participer les citoyens. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, au niveau international, parfois, on nous critique parce que nos institutions ne sont pas ouvertes. On ne fait pas participer les citoyens. Et ça, vraiment, nous sommes, peut-être en RDC, nous avions franchi ces pas. Nous avons des groupes thématiques qui travaillent sur les questions minières. Vous aurez des organisations qui vont vous dire des choses que vous n'avez jamais. Nous visitons les sociétés minières. J'ai été dans plusieurs, à Glencore, moi-même j'ai visité. Je connais les instruments, je connais comment ça se passe. Et je peux dire ici, ils sont en train de mentir. Parce que j'ai l'expertise. Parce que j'ai été dans les mines. Je vois comment on fait, comment ça se passe, je m'informe, ainsi de suite. En RDC, nous avons des groupes thématiques. Il y a toute une grande des coalitions sur les élections, des coalitions sur les droits de l'homme, des coalitions sur l'environnement, des coalitions d'organisations sur les finances publiques. Donc, nous avons cette expertise-là. Et c'est vraiment désolant de constater que sur les flux financiers, il y a par exemple l'Église catholique en RDC qui a une commission justice et paix et qui travaille sur les questions de flux financiers illicites. Il y a même un groupe parlementaire au niveau du Parlement qui s'occupe de ces questions au niveau législatif. Donc nous sommes vraiment plus avancés. Et si j'entends que les institutions de l'Union africaine qui viennent promouvoir les gouvernances des pays africains, qui se limitent seulement au niveau du gouvernement, ça m'inquiète énormément. Ça vraiment, nous en RDC nous sommes, et je sais qu'ailleurs, même en Zambie, il y a des collègues avec qui nous sommes, qui participent dans plusieurs histoires. Donc je milite encore pour dire que les institutions de l'Union africaine, vous devez nous faire participer. Parce que les informations que le gouvernement vous donne, ce sont parfois des fausses informations. Merci beaucoup. Thank you so much. I'm not a spokesperson for the AU, but just wanted to indicate, for instance, my organ, what we do when we undertake country review missions, we make it a point to hear from civil society as well. It's sort of mandatory for us. And under Article 12, we call it the CSO article. It mandates us to sort of work with them and the various governments to be able to create an enabling environment for CSOs to thrive and all that. But I think the point you're making is well taken care of. There's need to sort of scale up the interaction with civil society organizations. I've spoken about ECOSOC, that is devoted to promoting CSO, African CSO involvement in the work of the African Union, and they have different aspects that they look at and all that, and it's one key area or mechanism that civil society organizations across the continent can make full use of. But like I've indicated, I'm not here to... Just this one point, Madam Chair, please. You know, one thing that, again, human rights organizations are very good at doing is producing shadow reports, you see. You know, shadow reports. You produce a report that shows that actually what is being presented is not the full picture or is problematic in some different. The African Commission on Human and People's Rights actually works that way. The human rights organizations are around, they attend the sessions, they go there with their own reports of what is going on in their countries. There is no reason why civil society cannot produce reports working with researchers on what is happening with regard to illicit financial flows. You know, and then you produce your reports, you publish them in all kinds of ways. So if the government is giving a story, the public will have access using research to other sources of information. If you wait for them to call you, they may do it, they may not do it. You may have to push for them to bring you on board. Even if they don't bring you on board to their meetings, there's a way of working with research to bring out some of the information that is available that you can produce through research and produce reports that can, you know, inform people about what is going on. That's just what I wanted to add to it. I'm not contesting what I'm saying. I think you're right. Vous avez raison.
il faut participer davantage. Ça, c'est important. Mais on n'attend pas la participation pour pouvoir faire notre travail de mouvements sociaux ou d'acteurs de la société civile. Ils le font tout le temps. Ils produisent des rapports basés sur des recherches très sérieuses qui montrent qu'en fait, au fond, l'image qui est présentée ou le rapport qui est présenté est incomplet ou est partiel, quoi. Yes, thank you so much for that. And I think there's a lot that we can do. And perhaps just thinking through, maybe there's need to come up with a smaller group from this meeting who sort of crystallize some of the ways in which civil society can be heavily involved in this regard. Because like I've indicated, we try at the level of the different AU institutions. In fact, the other thing that I forgot to mention, with the AUABC, we have what we call a civil society forum. And we normally have it on the sidelines of the African Anti-Corruption Dialogue. In the past 2 years, because of COVID and all that, we're not able to have a full-fledged one. But we've been trying to have civil society organizations work around our work and other things that are of interest in as far as fighting corruption is concerned. So I think it's a journey, it's an ongoing effort to be able to take our interactions a little bit further, reach out to everyone, not maybe just a few civil society organizations, but almost everyone, as long as you are working in the governance, anti-corruption space, illicit financial flows and all that. And I think the conversation we are having here is not the end of it all. I think we can look at other mechanisms on how to scale up this interaction. But let me maybe take it back to Suad if she has any further reflections, including on the need to sort of look at the role of civil society organization in the EITI process. Do we, as this meeting, have the capacity to sort of put in some recommendations at that level? Or is there something that we can put in the communique that is coming that will just speak to this issue and see how it's carried forward? And then also take perhaps other mechanisms in the report of the African Union Advisory Board against corruption. We can highlight some of those things and see how far we can get to where we want to be. So over to you, Swed. Thank you very much, Charity. So clearly, we call IFF is an agenda. We call agenda any major priority. If it is firmly on the table, it takes years to formulate even the narrative of the IFF and pass it to the summit. It can take up to 5 years to do that. So I'm just saying we shouldn't be all the time beating ourselves on things. On IFF, at global level, this continent has ownership and leadership on it. We have been defining it for the whole world. Yesterday I was saying that the SDG indicator 16.4.1 was formulated after our panel recommendations were passed by our assembly, that the FFD3 happened to come to Addis Ababa for the first time. Addis Ababa Action Agenda, Article 23 and 24 were really to say that. Then the whole world had to say the same. I'm just saying these things because we must be very structured. This is a structural issue that is left with governments. And we should be careful with beating the AU all the time. I think the AU has always, as far as I'm concerned, I'm just joining the AU this last year or so, has always been ahead of the curve. They try as much, the amount of work that happens behind these closed doors and are on the shoulders of people like Charity that are underfunded, that are not given technical capacity, is humongous. I mean, it's the image of what is happening at national level. So we have to be very careful not to beat the instruments, because even if you smash it, you get rid of it, you will recreate it, will look like this one. So let's not waste time when we know that there are few things, and we have to be realistic.
So, an agenda, a priority, une priorité africaine. Les flux financiers illicites, aujourd'hui, c'est une priorité africaine. It's an agenda item that is firmly on the table at global level, and the way we formulated it. So we should we should be careful. CSO forums, as Charity said, exist and are mandatory for every major process of the AU. When they were coming up with the AFCFTA, we were part of it. They actually brought in CODA. We organized almost 9 dialogues. One meeting of such would be the meeting of African head of chambers of commerce. That's CSO. CODA is CSO. What is Thabo Mbeki? CSO. He's not government. Neither is he private sector. CSO. So the definition of CSO has also, it cannot be only the definition that you have. So everybody is defining and redefining things. We have to be, so actors, we talk about actors and stakeholders. There are many. In a room where there are 30 Congolese, all of them either representing an institution or the head of an institution, we take that seriously. Simple and square. We have to take that seriously. If we have to complement it, we will do. But we will not walk away from that. Neither are we going to question any of it. I like the fact that we said, where are these instruments coming from? Are they living up to their mandate? Are they doing these things? If they are not, then we question it in a structured way, and we go back to the drawing table, and that's... So what happens is we don't specialize what CSOs are supposed to do, and that's what this panel is about, I think. So they have been focusing on... Now, it's a big chunk of work. When we say it's an African priority, it's a huge thing. You must break it into pieces, you must sequence it, come up with a credible process, find funding for it. L'argent est le nerf de la guerre. On est obligé de financer, s'autofinancer si on peut, mais si on ne peut pas, de le faire de façon structurée pour ne pas perdre ni la légitimité ni la crédibilité dont on a besoin. C'est peut-être de ça que l'ITIE souffre aujourd'hui. S'ils sont à la table en train de parler au nom des citoyens, est-ce que l'ITIE parle au nom des citoyens? Il parle au nom de trois. Si c'est un triangle d'or des citoyens, du gouvernement et du secteur privé, ils sont obligés de prendre tout le monde en charge. Alors, mais c'est ça, sinon il n'y a pas de dialogue. Il ne faut pas monopoliser les dialogues parce qu'on peut crier plus que les autres. Ceux qui se taisent sont ceux qui sont les plus dangereux. Et donc, il faut faire très attention. Je ne sais pas, en ce qui me concerne, je n'ai pas aujourd'hui une société civile qui écrit les politiques ou qui signe le contrat. C'est le gouvernement qui le fait. Si on doit sensibiliser, on doit leur parler, on va leur parler de façon structurée. On va le faire à travers un parlement, on va le faire... Mais il faut faire ce travail-là. Alors, la recherche doit continuer d'être renforcée. Il faut qu'on sache de quoi on parle. Quand on fait un plaidoyer, on ne peut pas le faire en l'air, on ne peut pas le faire sur des sentiments. Il faut absolument savoir de quoi on parle, défaire tout ça et regarder. Alors, ce que je voulais proposer, parce que pour chaque chose que l'on prend en charge, et ça, ce qui va se passer dans le secteur des extractifs sur la base, peut-être que dans 1 an ou 2 ans, quand on aura la même réunion, il faudra faire quelque chose de différent. Mais pour le moment, en ce qui me concerne, ce que j'aurais proposé, c'est qu'on continue à des consultations bien spécifiques. Parce que pour dire qu'on va avoir un impact sur l'ITIE, par exemple, on ne peut pas le faire tout seul. Il y a 55 pays. Combien des pays sont membres de l'ITIE qui sont africains? La majorité des pays africains sont membres. Alors, je dis au niveau des 54 pays, l'écrasante majorité est là. Très bien. Donc, il faudrait qu'on trouve le moyen... Il ne dicte pas les règles de la norme. Ben voilà. Alors, il faudrait reprendre l'exercice à ce niveau-là. Si on est vraiment des gens sérieux, il faudra qu'on reprenne l'exercice et qu'on pose la question dans chacun de ces pays-là. Hier, Yinka parlait d'un problème que nous avons. Par exemple, pour ICPC du Nigeria, il force. Dès qu'un lanceur d'alerte annonce quelque chose au numéro 1 de le ICPC, professeur Bolaji, il met tout de suite une équipe en place. S'il faut qu'il aille chercher son argent aux Bermudes, il amène ses avocats. S'il a un peu d'informations et qu'il peut, il engage immédiatement une poursuite judiciaire. He was suing, sue left, sue right. Ça a donné un peu de... Est-ce que c'est la bonne méthode? On ne sait pas, mais au moins ils ont quelques résultats.
Voilà. Donc, il y a quand même un peu de dynamisme, mais ils avaient le cadre institutionnel, juridique, etc., pour accompagner ça. On a parlé. Donc, je suis en train de dire, et c'est de ça que chaque fois que Mor prend la parole, il dit faites attention, il y a quand même, on pourra se frustrer. Dans 10 ans, il ne faut pas qu'on ait la même discussion, on est encore frustré. Même dans 3 ans, on ne devrait plus l'avoir. Donc, il faut qu'on touche les tuyaux. Le message est une chose, c'est un message clair, c'est un message fort. On ne peut pas aller au-delà parce que ça ne sert à rien. Non, il ne faut pas non plus chercher à se flageller parce qu'on fait beaucoup plus de travail que les autres régions du monde. C'est un fait. C'est un fait. Il faut toujours regarder l'Afrique, pas par rapport aux autres nécessairement, mais par rapport dans sa propre trajectoire. Où on est parti, où est-ce qu'on était il y a 5 ans, etc. Donc, quand on évalue notre impact et notre résultat, il faut y aller de ce côté-là parce qu'il ne faut pas nécessairement tuer. Maintenant, pour cet exercice, je parlais d'un projet parce que quelque part, sur la question des extractifs, c'est un secteur qui ne rapporte pas la valeur dont on a besoin. C'est toute la ZLECAf, par exemple, la zone de libre-échange et toutes les institutions de la ZLECAF et FCFTA sont censées porter cet exercice de dire la transformation jusqu'à concurrence de 60% de la chaîne de valeur se fait sur ce continent. La règle d'origine qui vient à peine de passer. Donc, ce sont des grandes négociations qui prennent énormément de temps. La société civile a toujours été à la table. Pour toutes les questions importantes, la société civile africaine est non seulement organisée, structurée, bien financée, et ils sont à la table. On peut ne pas réussir de temps en temps, mais il ne faut pas se flageller, il faut faire très attention. Donc moi, ce que j'aurais proposé, c'est qu'il y ait d'abord, qu'on conduise d'abord ces spécificités. Donc on peut avoir un communiqué qui donne les grandes lignes de ce qu'on voudrait voir arriver, et puis il faudrait quand même tenir les consultations qu'il faut tenir pour ne pas prendre un effort comme ça au vol. On s'est prononcé. L'ITUE, pour la première fois, est venu sur ce continent, alors qu'il y a eu un scandale énorme. Ils n'ont pas voulu prendre Sacha. On leur a dit ce n'est pas normal. Terminé, ça s'arrête à ça. Il ne faut pas perdre l'énergie là où on n'en a pas besoin. Maintenant, pourquoi l'ITUE n'a pas pu prendre ça en charge? C'est quand même énorme. Ils ne peuvent pas venir sur le continent en 2023, en juin 2023. Or, mai 2022, il s'est passé quelque chose de très gros et qui a été répété aux États-Unis et ça a été répété en Angleterre en mai. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu prendre ça en charge? Une conférence globale sur cette question vient sur le continent et ne veut pas prendre ça en charge. C'est une insulte à l'intelligence des Africains. On n'est pas d'accord. Donc, mais on l'a dit et c'est terminé. Ça s'arrête là. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que se prononcer, c'est une chose. Sinon, on va être comme vous êtes en train de dire l'Union africaine se prononce mais ne fait pas. Il ne faut pas qu'on fasse la même chose. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut un financement, il faut structurer des projets, il faut avoir un groupe de travail. Je suis très contente que Birahim, qui est quand même le chapitre sénégalais de la transparence internationale, parce qu'il ne faut pas quand même qu'on commence à se disperser aussi. Il y a des gens qui ont fait ce travail depuis, ils le font au niveau national. Toutes ces organisations qui sont responsables de cette question au niveau national doivent être à nouveau consultées de façon structurée et on va ramener tout ça. Ça va nous aider à préparer peut-être des termes de référence. Alors, je voulais juste dire que la question de la collecte de revenus dans le secteur des extractifs fait rage au niveau global. C'est la raison pour laquelle le Inclusive Framework de OECD a été mis en place et qu'on est en train de se battre contre eux. Maintenant, il faudrait pas qu'on perde de vue. Alors, comme vous êtes de l'Afrique de l'Ouest, on peut commencer par une sous-région, regardez s'il y a d'autres pays de d'autres autres sous-régions, mais quand on veut toucher les politiques au niveau national, l'Union africaine n'est pas une organisation supranationale, contrairement à l'Union européenne qui, quand elle décide, la Commission décide, tout suit, ça ne suit pas. Ils se battent après pour que ce qu'ils ont décidé, ils le fassent. Et c'est de ça qu'on... Voilà, c'est le contexte dans lequel on travaille. Maintenant, il faudrait absolument prendre en charge 2 choses. Une, c'est qu'il faut être structuré. 2, il faut avoir la légitimité de faire le travail. Et 3, il faut absolument consulter tous ceux qui sont concernés, ne pas commencer à se prononcer au nom des autres, qui ne sont ni autour de la table, ni dans cette salle, et qu'il ne faut pas non plus, parce que la légitimité de l'exercice, c'est si quelqu'un peut venir dans une autre réunion et vous dire « mais je ne sais pas de quoi vous parlez », ça peut être le cas d'un grand pays comme le Nigeria, et c'est ce qui s'est passé, malheureusement, plusieurs fois, parce qu'eux font un travail technique que les autres ne font pas, écrit dans les rues. Et donc, il faut
C'est une organisation de plus de 2100 personnes qui s'occupent de la corruption. Et c'est not qu'une structure parmi deux autres. Donc, les résultats ne peuvent pas être les mêmes et leurs priorités ne sont pas les mêmes. Donc, il faudrait qu'on évite de prendre l'Afrique comme si c'était un pays et que tout le monde peut se prononcer autour de toutes les questions. Une consultation importante, des termes de référence, un groupe de travail, un projet formulé autour de l'impact des résultats et de tout ce que tu dis. On peut mettre à la disposition du groupe de travail qui va être... Alors, je voudrais que les administrateurs de taxes fassent partie de l'exercice, parce que quand on parle il s'agit de lever des taxes. Enfin, parce que le plus gros qu'ils font, même les paradis fiscaux existent, parce qu'ils ne veulent pas payer des taxes. Alors déjà qu'ils volent, ils évitent, mais en plus, ils ne veulent pas payer les maigres taxes. C'est quand même extraordinaire. Oui, tout le monde est spécialiste. C'est un secteur qui est vraiment organisé autour d'un vol manifeste depuis la nuit des temps. C'est quand même extraordinaire qu'en 2023, ils se permettent de narguer tout le monde à ce point-là. Donc, il faut vraiment structurer. Alors, j'aurais proposé, puisqu'on va commencer national, régional. La CEDEAO, le MOA, auront mieux à dire que l'Union africaine sur cette question. Parce que si on fait passer quelque chose, il ne faut pas aller chercher à faire porter le chapeau à 55. Comme on disait tout à l'heure, ils ne vont même pas ratifier. Si vous mettez quelque chose sur leur table, ils ont d'autres problèmes. Donc on peut faire niveau régional, etc. J'allais proposer WATAF dans le groupe. Il y a ATAF et il y a WATAF. ATAF est au niveau continental. Ils sont un peu perdus avec les processus de l'OCDE d'ailleurs, mais le WATAF est peut-être un peu plus concentré aujourd'hui. Il faudrait peut-être un peu continuer à les aider à se concentrer, parce que c'est ça qui se passe. C'est qu'on va... No, but we jump. We have this tendency of jumping on every train that leaves any station any day. And that cannot work. You must absolutely remain focused. If you pick one thing, CODA was nobody, two staff. 4 years ago, two staff. I decided to pick up the panel. I've been paying the staff from my salary. But I'm saying these things because you want it, you get it. You must stay with it long enough to see it through. And it becomes your responsibility. You hold on to it, and that's what's happening in CODA. You hold on to it as if the existence of CODA depended on this. And it's not the only thing we do. We do this, we do other things. But I'm saying that anybody can bring it about. So I am really happy, Birahim, that you wanted to take responsibility for this, because even in the context of our consortium and others, we are a bit tired. I mean, many of us have been trying, and some of us have lost STEM. So I think it's STEAM, and we think that renewing the groups is very important. Extractives has to be about people who are dealing with it at national level and who can bring up the data, so that we can do proper analysis, know what it is, and pronounce ourselves properly and act on it. Then, or at the same time, since everybody will generate, because we must have many entry points. It doesn't have to be only our angle is to make sure that government listens. Us, then we are civil society too. So bring in, everybody brings it. Please, thank you very much. Thank you so much for those further thoughts on this issue. And on the working group and the terms of reference that will be done, I take it he's already in, but wouldn't it also be better if we opened it up to maybe other people from other regions, so that we have sort of an interim group that will run with it? Yes, the good thing is that since it's going to emanate out of this gathering, there are 6 victim countries. So we will need to know what is happening and who has to be helped within these 6, because we're trying to prove a concept. It was offered to us on a plateau last year by the Americans and then the British. It's not an African exercise after all. We didn't initiate it, but we are the victims of this. So we need to know what we're going to do about it. We have 6 African countries, other than the institutions that have the data and information, and anybody else can join them. But I think at the heart of it, it's about revenue, it's about extractive sector, and it's about the representative of TI and EITI at national level, that we need to now know what needs to be done.
Much. I think we have the 6 countries and as well as the institutions that are already working on it, and it will also be part of the communique that we do. So I think on that note we can begin to bring this discussion to a close, unless there's something burning from anyone before we close, and I hand over to the chief moderator. Anything from anyone? ESDG? Peut-être c'était dans le même siège que soit. Peut-être. Enfin, je comprends un peu les inquiétudes, les craintes, mon cher ami, et quant à la prise en charge justement des intérêts de la société civile. Moi, je ne suis pas de la société civile, mais si certains points je partage, justement cette préoccupation de cette vue holistique, la participation de tout le monde dans la prise en compte des intérêts du continent, des pays. Je pense qu'il faut savoir aussi travailler avec les moyens du bord. Je le dis très souvent, la perfection n'est pas de ce monde. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est s'il faut juste avoir une méthodologie et accepter de travailler avec les difficultés, essayer aussi de les améliorer. La preuve, aujourd'hui, quand vous parlez du GAFI, je connais bien le GAFI, je connais bien les normes, la méthodologie, mais la méthodologie du GAFI, elle est plus ou moins différente donc d'autres méthodologies. Vous suivez un peu, en parlant de la corruption, il y a la Convention, par exemple, des Nations Unies contre la corruption, la Convention de l'Union africaine contre la corruption. Et pour chaque instrument juridique international, il y a un mécanisme qui a été mis en place dans le sens de l'évaluation des pays par rapport à ces conventions. Et plusieurs pays ont été évalués par rapport à ces dispositifs, des lacunes ont été relevées. Le mécanisme d'évaluation de la Convention des Nations Unies contre la corruption, ce mécanisme, il est différent donc, de celui de l'Union africaine. Donc, il est différent aussi du GAFI quant à l'application de normes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Tout à l'heure, au cours de la pause café, nous avons échangé sur la responsabilité pénale des personnes morales. C'est-à-dire la compréhension parfois qu'on a des choses nous fait croire qu'on devrait agir ainsi, mais il suffit simplement de discuter, de communiquer et sur la base de l'existant, essayer d'améliorer ce que nous avons. Aujourd'hui, vous parlez de l'IT. La société civile est représentée, supposons par exemple, au sein du conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est l'organe délibérant, n'est-ce pas, d'une entité administrative. Et à ce niveau, justement, c'est là où sont les décisions se prennent. Et c'est là aussi qu'il faut pouvoir porter le combat, porter la bonne parole, sensibiliser tout le monde, influer justement sur les décisions qui sont prises, ainsi de suite. C'est juste un exemple. Donc, qu'on peut dupliquer sur tant d'autres structures, d'autres entités de cette nature. Mais je comprends parfois la frustration, je comprends qu'il y ait cette volonté d'avoir plus, de place dans les instances, d'avoir plus de place dans certains organes, mais c'est un combat de longue haleine. Mais, comme disait, on sort de Johannesburg, comme disait Nelson Mandela, il ne sert à rien de pleurnicher sur son sort. Il faut toujours travailler d'arrache-pied pour sortir du gouffre. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci beaucoup également, Charity. Juste pour rassurer également mon ami et frère, en tout cas, la logique d'une société civile indépendante, c'est d'abord d'assumer ses responsabilités tout en travaillant avec toutes les entités. J'ose parler au nom du Forum civil, en tant qu'organisation de la société civile. Nous travaillons avec toutes les entités, tout en gardant notre propre identité. Nous travaillons avec l'ONRAC et on vous remercie également de nous avoir conviés souvent à vos rencontres. Nous travaillons avec l'OFNAC, où nous sommes partie prenante dans plusieurs actions qu'ils mènent en œuvre pour des enquêtes, pour des investigations. On est partie prenante pour dire ce qu'on pense. Nous travaillons également avec la CENTIF, où également nous étions là-bas, je pense que je suis toujours là-bas, en tant que membre du comité de coordination du suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux. Vous êtes une valeur sûre dans ce secteur-là. Donc moi, si je ne vous dis pas que je suis membre du Conseil économique, social et environnemental, voilà, vous ne le saurez pas. Vous allez dire que oui, il est toujours virulent, alors que moi, j'ai été nommé en tant que membre du Conseil économique, social et environnemental au niveau du gouvernement, et je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense tout en gardant mon identité, tout en gardant mon indépendance. Donc,
Au niveau du Forum civil, au niveau international également, nous travaillons avec les Nations Unies, avec l'Union africaine, avec des organisations qui sont au niveau international, TAC Justice et autres. Vous connaissez, voilà. Donc, nous n'avons pas ce problème de travailler avec toutes les entités publiques comme privées, les journalistes comme tout le monde. Maintenant, c'est une question de responsabilité, une question de savoir où est-ce qu'on va, où se situent également les intérêts des communautés. Nous ne sommes pas d'accord. Tout à l'heure, il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a taquiné en me disant que, mais Birahim, c'est vous qui êtes en train de tirer sur l'ITIE, alors que c'est vous qui avez amené l'ITIE au Sénégal en faisant le plaidoyer depuis 2011 avant 2011 jusqu'à maintenant. On a dit oui, on a fait le plaidoyer pour amener l'ITIE au niveau du Sénégal, mais pas pour qu'il s'encoquine avec des condamnés de la corruption. C'était pour promouvoir la transparence, c'était pour que les communautés en tant que telles se sentent également concernées dans la transparence dans le secteur extractif. D'ailleurs, notre différent fondamental entre notre organisation également, et je le dis ici, nous, en collégialité au niveau du bureau exécutif du Forum civil, nous avons décidé, il y a, je pense, 2 ans ou 3 ans, de sortir de Publier ce que vous payez. Pourquoi? Parce que l'organe ne fonctionnait pas selon les règles de gouvernance et de transparence. Nous sommes sortis de Publier ce que vous payez et ça ne nous empêche pas d'intervenir dans le secteur du pétrole, du gaz, mais également dans le secteur des mines. Ça ne nous empêche pas d'être là où ils sont et là également où ils ne sont pas. Ça ne nous empêche pas d'être consultés par le gouvernement quand il y a des questions. Vous l'avez dit sur les questions de production de normes. Quand on a soulevé le débat sur l'affaire Petrotim en 2015-2016 au Sénégal, on nous a pris pour des fous. Mais vous êtes fous, c'est quoi cette histoire de Petrotim? Mais à partir de ce moment-là, quand le débat s'est intensifié, jusqu'à ce que les politiques prennent en charge également la question, je rappelle, en 2016, la première structure qui a été créée au Sénégal, c'est le COS Petrogaz, pour calmer les ardeurs au niveau du Sénégal. Parce que la pression était assez forte sur le gouvernement. Ainsi, le gouvernement a continué sa co-construction pour la construction du droit. 2019, code pétrolier. 2021, on a mis en place des textes sur le contenu local. 2022, on a une loi sur la répartition des revenus, ainsi de suite, ainsi de suite. Si on ne nous demande pas notre avis, on donne notre avis publiquement. Donc, on a cette culture et on ne fait jamais la politique de l'autruche, la politique d'assise vide. Jamais. On nous appelle, on vient. On ne nous appelle pas, on essaie de venir. Si vous ne nous appelez pas, on va le dire également dehors. Pourquoi? Parce que la Constitution dit les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc on doit représenter également le peuple. C'est une question de responsabilité. Donc nous vous rassurons, nous allons également le WATAF, d'ailleurs on avait pris contact avec eux au Togo sur les questions également de transition fiscale avec le WATAF et tout. Voilà. Donc on va s'en arrêter là, mais j'ai un exercice très difficile, soit le communiqué en anglais. Je ne parle pas anglais. Voilà, quelqu'un va lire. Quelqu'un va lire en anglais. Voilà, donc en français. Voilà, non, c'est une catastrophe de parler anglais. Voilà. Donc quelqu'un va lire le communiqué en anglais après déjeuner. D'accord. Donc d'accord, on va suspendre donc pour aller au